Les conditions favorables, organisées dans un environnement, donc respect du rythme. Ben, la stimulation, c'est nous qui apportons le carburant, selon nous. Hein, d'accord ? Ça, c'est pour la question de Clarisse aussi, pour répondre à ta question, Clarisse. Accueil des peurs et des doutes. C'est très étrange. C'est très étrange, mais c'est quelque chose de très récurrent. Plus je m'achemine vers ce qui est moi, plus le moment qui précède le moment où je me montre, je suis remplie de peur et de doute. Je suis effrayée que ce que je vais montrer, les autres ne l'acceptent pas. Et il y a un enjeu tellement important par rapport à cette construction de soi qui est si fragile que c'est un moment rempli de peur et de doute. Et ce serait dommage que nous, adultes, on arrive avec toute notre expérience, tout ce champ qu'on a traversé, donc qui nous donne la certitude que être soi, c'est très bon. On fait sentir à l'enfant que ses peurs et ses doutes n'ont pas de raison d'être. Donc on lui fait perdre confiance en sa capacité à ressentir ce qu'il ressent. Bien que ça ne fait pas partie de ce que la personne réalise, les ressentis de la personne, les ressentis personnels, sont vraiment la première porte qui permet d'accéder aux besoins fondamentaux, aux valeurs et au potentiel. Si je commence à nier mes ressentis, ça veut dire que je ne devrais pas ressentir de la peur, je ne devrais pas ressentir de la frayeur, je ne devrais pas ressentir de la panique, je ferme la porte et je n'accède plus à rien. Et je reste tributaire de ce qu'on me dit à l'extérieur. Je prends le monde de mes parents, de mes éducateurs. Mais je n'accède plus à mon monde. Donc, accueil des peurs et des doutes aussi longtemps qu'il le faut. Ça peut durer 4 ans, 5 ans, hein, je vous parle d'expérience, avant que ça se déclenche. On sent bien qu'il y a un frémissement, qu'il y a quelque chose qui est là. Mais mon Dieu, voilà, on est à cet endroit, morne pleine, et ça peut durer 4 ans, 5 ans. Mais souvenez-vous, ne tirez pas sur... D'ailleurs, il n'y a pas de plante. Il n'y a pas de plante, vous voyez. Il n'y a pas de plante. Mais si, on peut aussi creuser et on saccage. On peut aussi faire du dégât là, hein, voilà, tu creuses dans tous les sens, tu ne trouves pas, tu creuses ailleurs, tu ne trouves pas, tu fais plein de trous, quoi. Alors, j'arrive là sur un thème que c'est mon dada, le travail sur soi des éducateurs. Vous ne pouvez rien faire. Je suis désolée d'être aussi dure. Vous ne pouvez rien faire pour accompagner vos enfants dans cette direction-là si vous restez avec les peurs qui vous habitent. Et Dieu sait le paquet de peurs qu'on a comme parents. Déjà qu'on essaie de leur donner la formation qui donne du boulot, la formation lambda qui donne du boulot, on essaie de les amener à acheter la maison pour sécuriser le patrimoine, mais on est toujours rempli de peur parce que si jamais ils perdent leur travail, tout comme ça. Hein, déjà, dans une vie normale, entre guillemets, on est rempli de peur. Là, je ne vous dis pas là, c'est l'aventure, quoi. C'est l'endroit où toutes les peurs se réveillent, premièrement. Donc, le travail sur soi de l'éducateur est incontournable pour être face à ces peurs, les reconnaître, les intégrer à soi et pouvoir les reconnaître comme étant nos peurs et ne pas les projeter. Projeter sur nos enfants et sur leurs projets et sur leurs actions. Quand vous voyez votre gamin pendant 4 ans qui ne fait rien, entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'il fait plein de choses, mais qu'on ne voit pas de l'extérieur, d'accord ? Il y a bien sûr la peur, mais qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce que je ne me suis pas plantée ? Et il y a surtout, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Qu'est-ce que la famille, là ? Les grands-parents, les oncles, les tantes, qu'est-ce que tu fais ? Rien. D'accord, les cousins, les cousines, ils ont ça. Enfin non, rien.
ou je garde des enfants. Gloops. D'accord. Donc, le travail sur soi d'éducateur. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Je n'ai pas préparé de bande, donc je peux donner à mes enfants des meilleures études que j'en ai eues. Je peux les aider financièrement pour qu'ils aient la plus belle maison, la maison, une maison plus belle que j'en ai eue. Je peux faire plein de choses dans cet ordre-là. Je peux tout les aider dans la matière. Mais en ce qui concerne leur relation avec moi-même, je ne peux rien faire pour eux si je ne l'ai pas fait pour moi. Parce que l'aide n'est pas directe. L'aide, c'est à travers l'exemple, c'est à travers une énergie qui émane de moi, c'est à travers l'interaction, la qualité d'interaction qui dépend de mon avancée personnelle. Donc, si je veux que mes enfants soient proches de leurs ressentis, de leurs besoins fondamentaux, de leurs valeurs, de leur potentialité, et donc, s'ils sont proches, forcément, la motivation, le moteur, il est là. Et quand on est proche de soi, on ne peut pas faire autrement. Ils vont se réaliser. Mais si je veux pouvoir les aider à ce qu'ils deviennent proches d'eux, je ne peux pas le faire si je ne deviens pas proche de moi. Si je ne fais pas ce travail avec moi-même. Ce travail de remise en question de ce qu'on m'a inculqué, des valeurs du milieu, me poser la question, c'est quoi mes valeurs personnelles? C'est ce travail qui consiste à... Si vous n'éprouvez, vous ne manifestez que de l'intérêt pour votre enfant, vous le rendez égocentrique, nombriliste, centré sur lui, ce qui n'est pas l'objectif de l'éducation. L'objectif de l'éducation, c'est moi d'abord et puis l'autre, toujours. Je m'intéresse à moi d'abord, mes besoins fondamentaux, mes valeurs. Tu parles de l'éducateur, hein? Comment? Tu parles du parent? Du parent. Éducateur, parent, tout le monde. Pour un jour sentir ce mouvement naturel de m'intéresser au monde intérieur de qui que ce soit que je rencontre. Pas seulement de ma femme, de mes enfants, de ma famille. C'est très étriqué, c'est très autiste tout ça. D'accord ? Mais si vous n'avez pas fait de travail sur vous pour vous intéresser à votre monde, à vous, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, nous ne pouvons pas, c'est juste impossible de s'intéresser au monde intérieur de qui que ce soit. On va s'intéresser au monde intérieur de son enfant parce qu'on a lu que c'est bien, parce qu'on a écouté une conférence, on va s'efforcer. Mais ce n'est pas un mouvement naturel. Ce n'est pas un mouvement, vers la vie. Et l'enfant a besoin de voir ce modèle chez son parent, de voir ce mouvement naturel-là, pour pouvoir vivre ça pour lui et vivre ça aussi pour son environnement. Il doit sentir dans cet environnement un espace ouvert à l'expérimentation, à l'erreur et au droit de recommencer. Pas un seul jet, quoi. Pas tu dois réussir du premier coup, quoi. C'est trop inhibant. On peut essayer, puis on verra bien. Et puis, si tu t'es trompé, tu ajustes. Ou tu recommences autre chose. Et le truc, genre, t'as 40 ans et tu recommences encore. Non, mais on a le droit de recommencer jusqu'au dernier souffle, quoi, d'accord? Ok? S'il doit recommencer 10 fois, qu'il recommence 10 fois. Mais, ceci, accompagné, pour moi, c'est fondamental dans le chemin du jeune adulte en construction, pour ne pas laisser quand même un espace ouvert, bonjour madame, à du n'importe quoi. Hein? C'est toujours ce qu'on tient des deux, le principe de plaisir, le principe de réalité. Ok, l'environnement est vraiment ouvert. Nous te soutenons. Tu peux recommencer. Tu as le droit. On a le droit à l'erreur. Moi, dans l'éducation, j'intègre aussi une prise en compte de la réalité.
toujours le principe de plaisir, le principe de réalité. Je peux agir en fonction de mon monde, de ce qui me constitue. Mais je dois aussi agir en fonction de ce que la réalité m'impose. Pour ne pas tomber, ne pas maintenir l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte dans cette toute-puissance, qui est la toute-puissance quand même de l'enfance, et qui est quand même quelque chose de très récurrent de notre monde. Nous voyons tellement d'adultes encore habités par la toute-puissance de l'enfant. D'accord. Une prise en compte de la réalité non négociable et imposée fermement. Je donne un exemple pour rendre ça plus clair. J'évite de parler de la vie de mes enfants sur une vidéo. Je vais essayer de trouver un exemple qui ne soit pas trop impliquant. Alors, ça, à chaque âge, ça, la prise en compte de la réalité, hein, d'accord ? Par exemple, à l'enfant de 3 ans, on va lui permettre d'être en contact avec ses ressentis, de les exprimer avec ses besoins fondamentaux. À 3 ans, si tu es en colère, que tu hurles à table, bon, c'est OK, quoi. C'est OK, ça va. Hein? Je ne vais pas l'enfermer dans sa chambre. Je ne vais pas lui dire, on va dans ta chambre pour te calmer et tu reviendras après. 3 ans, quoi. Il hurle à table, Je vais essayer de le calmer, de l'écouter, des trucs comme ça. Un enfant de 6 ans, je peux commencer à dire, OK, je comprends, tu sois en colère, tu as le droit d'être en colère, mais là, c'est l'heure du repas. Tout le monde a besoin de manger calmement. On va aller ailleurs pour que tu hurles. Une petite prise en compte de la réalité. Et vous avez entendu, je ne dis pas, va dans ta chambre pour te calmer. Je ne crois pas en cette façon de faire. C'est une exclusion, ça ressemble trop à une exclusion, à la punition. Moi, ça m'est déjà arrivé de me lever de la table et d'aller dans le jardin ou dans la chambre avec l'enfant qui est en proie à la colère, qui hurle, et quand il s'est calmé, on revient à table ensemble. Voilà, on commence à inculquer ça en douceur. D'accord ? À 15 ans et à 7 ans, mon enfant, il a le droit de me tomber dessus quand je rentre du boulot pour déverser sur moi toute sa frustration pendant sa journée scolaire. Mais à 16 ans, il n'est pas question qu'il fasse ça. Il va attendre que je me récupère, que je me pose, que je fasse ce que j'ai à faire. Et après, il me demande si je peux être disponible avant de faire ça. Parce que s'il fait ça, il se fait envoyer balader. Sinon, nous risquons de maintenir nos enfants dans une forme de toute-puissance qui ne donne rien, en fait. Qui donne rien. Qui est, je m'écoute, j'ai besoin de ça, je ne peux pas faire ça, des choses comme ça. Les enfants plus adultes, du genre à 20 ans, le parent peut ne pas leur donner le temps de tâtonner, de vivre, de faire des expériences pour trouver leur chemin, s'ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire, tout en soutenant le loyer, les charges, des choses comme ça. Mais à 25 ans, il n'est pas question de faire ça. Même si tu n'as pas trouvé ton chemin, tu vas t'assumer, mon coco-là. Nos enfants ne sont pas faits en sucre. On peut se tromper. Ils survivront. Ils survivront. Tu réponds que tu n'as jamais dit que c'était facile d'être parent. Et c'est pas facile, et ce n'est pas facile. Et en même temps, c'est très intéressant. C'est une relation très vivante. Il n'y a pas de choses établies. Avec un enfant, tu vas faire comme ça. Avec un autre enfant, tu vas faire comme ça. Et si tu es vraiment dans cette justesse, je n'ai jamais vu l'un de mes enfants venir me dire « Mais pourquoi tu as fait avec lui ça et que tu ne m'as pas fait ?» Jamais. Et au contraire, si je vais voir le premier en disant « Tu vois, j'ai pas fait ça avec toi, mais j'ai fait ça avec ton frère, ta soeur. » Il me dit « Ok, d'accord, ça va très bien, hein, m'en fous. » Quand un enfant a reçu ce qu'il a à recevoir, voilà, nous on est habités par la peur aussi, il faut que ce soit pareil pour tout le monde. Quand un enfant a reçu ce qu'il a à recevoir, quand il est bien nourri, il s'en fiche de ce que reçoivent les autres. Il est bien content. Il est content que son frère, sa sœur reçoivent autre chose, mais qui le nourrit autant que ce qu'il a reçu. Et on a le droit de se tromper.
parce qu'on a le droit de se tromper. C'est bête de dire ça, c'est vraiment imbécile. Je retire ce que j'ai dit. On peut se tromper, nous pouvons nous tromper en tant que parents. Si nos enfants sont en même temps très fragiles, hein, on les sent très fragiles sur ce chemin de construction, parce que c'est exigeant, parce que l'environnement n'est pas favorable, parce que toute une société est organisée d'une autre manière. Et ils voient leurs copains et leurs copines grimper des échelons, finir des études, alors que eux, ils se cherchent encore. Donc, mais en même temps, ils sont très, très solides. Et donc, à partir de cette solidité, de la connaissance de soi, de la connaissance de ses propres valeurs, de ses potentialités, ils sont très solides. Et ils survivent vraiment à nos erreurs. Même, ils en font quelque chose qui les nourrit. Ils en font quelque chose. Des erreurs éducatives. Je ne veux pas dire qu'ils sont sans souffrance, hein. Ça les fait souffrir, hein, si on se trompe.